Tu voyages dans l'espace profond en tournant autour des étoiles et des galaxies. Waouh! On dirait bien que cette nébuleuse multicolore va bientôt s'effondrer sous son propre poids et exploser comme une supernova. Maintenant, tournons prudemment autour de ce trou noir. Essaye de ne pas te faire prendre dans son champ gravitationnel, où il t'avalera tel un monstre de l'espace. Mais attends, c'est quoi cette étrange structure là? C'est un mur de lumière. Et si tu regardes bien, tu verras que chaque point lumineux est une galaxie entière. Ce mur compte environ 100 000 galaxies. La Voie lactée compte 100 milliards d'étoiles. Ce mur contient donc 1 billiard d'étoiles, soit 10 suivi de 15 zéros, qui sont semblables à notre Soleil. On appelle cette structure géante le mur du pôle Sud. Elle est située à environ 500 millions d'années-lumière de la Terre. En comparaison, l'étoile la plus proche de chez nous est Proxima Centauri, et elle se trouve à environ 4,2 années-lumière. Les fusées actuelles pourraient parcourir cette distance en environ 73 000 ans. Du coup, le voyage vers le mur du pôle Sud durerait probablement plus longtemps que notre système solaire lui-même. Ce mur est tout simplement gigantesque, même à l'échelle cosmique. Il fait environ 1,37 milliard d'années-lumière de long. Pour te donner une idée de la taille de ce mur, la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de large. Mais tu ne peux pas voir ce mur, même avec le plus puissant des télescopes. Le problème, c'est que la Voie lactée elle-même t'en cache la vue. Elle est si lumineuse que ce mur en est invisible. C'est comme quand tu essayes de regarder le ciel étoilé dans une métropole. La pollution lumineuse ne te permet pas de le faire. Les scientifiques ont pu détecter ce mur galactique en mesurant le décalage vers le rouge. Nous savons que tous les objets de l'univers sont en mouvement. Ils se sont écartés les uns des autres à la suite du Big Bang, qui s'est produit il y a des milliards d'années. Et lorsque les galaxies se déplacent, leurs ondes lumineuses changent légèrement. En mesurant ce changement, nous pouvons connaître la nature d'un objet et comment il se déplace. Et ce mur n'est même pas le plus grand de notre univers. Le plus grand, c'est le grand mur d'Hercule Couronne boréale. Une superstructure géante et plate d'environ 10 milliards d'années-lumière de large. Cela représente environ 10% de l'ensemble de l'univers observable. Et il s'agit aussi d'un mur, soit un amas de galaxies. Nous avons pu détecter cette structure géante grâce à des salves de rayons gamma. C'est l'événement électromagnétique le plus lumineux de tout l'univers. Tu pourrais même le voir depuis les confins de celui-ci. De telles salves sont un événement très rare. Dans la Voie lactée, par exemple, elles ne se produisent qu'une fois tous les quelques millions d'années. Si nous remarquons un grand nombre de salves de ce type en un court laps de temps et provenant du même endroit, cela signifie qu'on trouvera là de nombreuses structures semblables à la Voie lactée. Il y a énormément de galaxies dans l'univers. Une autre structure géante exceptionnelle est le Huge LQG, ou immense grand amas de quasars. Il fait environ 4 milliards d'années-lumière de diamètre. Il faut donc à un photon de lumière autant de temps pour aller d'un côté à l'autre de cette structure qu'il en a fallu à la Terre pour se développer de sa naissance à aujourd'hui. Et si tu mettais l'immense grand amas de quasars sur une balance, il serait 6,1 milliards de fois plus lourd que notre Soleil. Les scientifiques ont découvert qu'il y a au moins 73 quasars dans cette structure. Ils sont parmi les objets les plus extraordinaires de l'univers. Ce sont eux les noyaux actifs des galaxies. Au centre d'un quasar se trouve un trou noir supermassif. Ce géant dévore toute la matière qui l'entoure. L'immense force de gravité tord la matière autour du trou noir, formant un disque. Et ce disque est la source du rayonnement la plus puissante qui existe. Pour te faire une idée, le rayonnement d'un seul quasar est des dizaines ou des centaines de fois plus puissant que celui de toutes les étoiles de notre galaxie réunies. Grâce à ce rayonnement, nous pouvons détecter les quasars même à de très grandes distances. C'est pourquoi on les appelle aussi les balises de l'univers. Les scientifiques utilisent les quasars pour étudier l'univers et tout ce qui bouge en son sein. L'un des quasars les plus éloignés de nous se trouve à environ 13,1 milliards d'années-lumière. Cela en fait l'un des objets les plus anciens de l'univers. Il est apparu environ 690 millions d'années après le Big Bang, et il est presque 3 fois plus vieux que notre système solaire. Il brille toujours avec une luminosité extrême, étant environ 4 suivi de 14 zéros fois plus lumineux que le Soleil. Les scientifiques nous expliquent qu'au centre de ce géant se trouve un trou noir supermassif, 800 millions de fois plus lourd que le Soleil. Toutes ces structures géantes ne sont pourtant que les blocs de construction de notre univers. Regarde, voilà notre système solaire. Maintenant, fais un petit zoom arrière. Là, c'est l'endroit où se trouve notre étoile dans la galaxie de la Voie lactée. Fais encore un petit zoom arrière. Voici un groupe local de galaxies. Tous les points brillants que tu vois là sont des galaxies. Voici Andromède, et voici la galaxie du Triangle, plus quelques douzaines d'autres galaxies légèrement plus petites. Elles sont toutes liées les unes aux autres par la gravitation.
La taille de cette structure est d'environ 10 millions d'années-lumière. C'est 100 fois la largeur de notre galaxie. Encore un zoom arrière, s'il te plaît. Ceci est le super amas de la Vierge. Il est 20 fois plus grand que le groupe local. Il y a là environ 30 000 galaxies différentes. Et la masse de l'ensemble fait environ 1 suivi de 15 zéros fois la masse solaire. Zoom arrière, l'Aniakea. Cette structure est presque 3 fois plus grande. Elle comprend le super amas de la Vierge et d'autres amas plus petits. Et elle contient environ 100 000 galaxies. Ce n'est pas encore fini. Fais encore un zoom arrière. Voici le complexe de super amas Poisson-Baleine. Cette structure galactique géante contient environ 60 amas de galaxies. Il y a donc ici plus de galaxies que de grains de sable dans le désert. Allez, tu sais quoi faire. Zoom arrière. Ouf. Voici tout l'univers observable. Il y a plus de 500 milliards de galaxies. Et les étoiles? Eh bien, il y a environ 1 milliard de billions d'étoiles. L'univers observable a sa propre structure. Les amas de galaxies forment des chaînes et des murs, comme tu l'as déjà vu. Mais ces chaînes sont séparées par d'énormes régions de néant absolu. Ces zones sont appelées des vides. Dans ces endroits, il n'y a pas de matière du tout. Il y a moins de molécules dans ces vides que dans une salle déserte. L'un de ces vides jouit d'une réputation très mystique. Il s'agit du vide de l'Éridan, ou point froid. Il est apparu ici seulement 380 000 ans après le Big Bang. Il fait presque 1 milliard d'années-lumière de large et pourrait contenir des centaines, voire des milliers de galaxies et des billions d'étoiles. Certains scientifiques pensent que ce point froid pourrait être le résultat de la plus grande collision jamais survenue. Une collision d'univers. Il existe une théorie selon laquelle notre univers est une sorte de bulle. Une énorme sphère contenant tous ces murs et toutes ces chaînes de galaxies. Imagine maintenant qu'il y ait un nombre infini de ces bulles. Il pourrait s'agir de mondes parallèles ou de différents univers. Il y a de nombreuses années, une bulle s'est approchée de la bulle de notre univers. Leurs parois se sont touchées et les deux univers se sont connectés pendant un moment, comme deux gouttes d'eau qui se rejoignent. Mais cet univers a continué à bouger. La zone où les bulles se rejoignaient est devenue de plus en plus fine jusqu'à ce que le lien soit rompu et que les deux bulles se détachent l'une de l'autre. À ce moment-là, le deuxième univers a arraché une partie de la matière de notre bulle. Toutes ces galaxies qui remplissaient le vide de l'Éridan se sont retrouvées dans un univers parallèle. Des scientifiques ont avancé l'hypothèse que nous pourrions bien un jour rencontrer d'autres bulles. Mais voler jusqu'au mur supposé de notre univers prendrait une éternité. Et il faudrait encore plus de temps pour voler dans l'espace interuniversel. Nous devrons donc utiliser des portails ou des trous de verre. Voici comment cela fonctionne. Imagine une feuille de papier avec un point A d'un côté et un point B de l'autre. Au lieu de traverser toute la feuille de papier, nous plions simplement la feuille, de sorte que le point A se trouve juste au-dessus du point B. Il ne reste plus qu'à faire un petit trou et le voyage ne prend que quelques instants. Certains scientifiques pensent que de tels passages d'un univers à l'autre se trouvent à l'intérieur des trous noirs. Mais comment survivre si l'on tombe dans un trou noir? Il suffit d'en choisir un qui soit assez grand. Tout est une question de gravité. Imagine-toi en train de tomber vers un trou noir en ce moment même. Plus tu t'en approches, plus son effet est puissant. Il s'intensifie à chaque centimètre. À un moment donné, la force gravitationnelle qui affecte ta tête est beaucoup plus forte que celle qui affecte tes pieds. Puis tu te transformes en spaghetti. Miam! Mais si tu choisis un trou noir supermassif, comme ceux qui se trouvent au centre des galaxies, la force gravitationnelle augmente plus progressivement. Ils peuvent être des millions de fois plus lourds que le Soleil et beaucoup plus grands. Mais la force gravitationnelle sur ta tête et tes pieds sera presque égale et tu ne souffriras pas. Qui sait, peut-être que si tu réussis à survivre à une chute dans un trou noir aussi massif, tu te retrouveras dans un univers complètement différent où les lois de la physique n'ont plus rien à voir avec celles que nous connaissons. Mais pour l'instant, ce n'est qu'une théorie. Voici la planète Terre et son satellite, la Lune. Zoom arrière, voici notre système solaire. Un peu plus loin, la galaxie de la Voie lactée. Nous sommes un petit point parmi un nombre infini d'étoiles. Maintenant, encore plus loin, un amas de galaxies. Des points et des tourbillons dans l'espace infini. Plus loin, il y a le super amas de l'Aniakea. Le petit point ici est notre galaxie. On continue. Le super amas de l'Hydre Centaure. D'énormes amas comprenant des milliers de galaxies forment à peine une tache vue d'ici. Ensuite, le super amas du Pan Indien. C'est une zone mesurant 200 millions d'années-lumière de large. Nous pouvons faire un zoom arrière jusqu'à voir la totalité de l'univers observable. Chaque petit point ici contient en fait des milliers de galaxies et des milliers de milliards d'étoiles. Les scientifiques pensent que notre univers pourrait ressembler à une bulle qui pourrait entrer en collision avec un autre univers. Oui, d'autres univers pourraient exister. En fait, il y en aurait même un nombre infini.
Tous ont pu apparaître après le Big Bang. Une collision entre eux n'est pas non plus impossible. En tout cas, cela a déjà pu se produire. Et la preuve est ici, en direction de la constellation de l'Éridan. Cet endroit s'appelle le supervide de l'Éridan. Il fait environ 1 milliard d'années-lumière de large. En comparaison, la largeur de notre galaxie entière n'est que d'environ 100 000 années-lumière. Il n'y a absolument rien dans cet endroit, et c'est peut-être la trace d'une ancienne collision entre notre univers et un autre. Les scientifiques pensent qu'ils seraient passés l'un à côté de l'autre, et que les forces gravitationnelles de chacun ont commencé à attirer ces bulles les unes vers les autres, comme 2 gouttes d'eau quand elles sont très proches. Mais la vitesse des univers était trop élevée pour qu'ils puissent continuer à interagir. Donc l'autre univers a juste arraché un morceau du nôtre. Il pourrait y avoir eu environ 10 000 galaxies dans ce vide, et toutes ont été soit détruites, soit prises par l'autre univers. Voyageons aux confins de notre univers pour voir comment cette collision a pu avoir lieu. Nous voici à 10 000 milliards d'années-lumière de chez nous. Ici, dans une autre galaxie, nous voyons d'étonnantes nébuleuses de couleurs et de formes différentes. Mais si on regarde dans l'autre direction, il y a un énorme mur qui se déplace vers nous. Toutes ces étincelles brillantes sur le mur sont d'énormes galaxies sur le point d'entrer en collision avec nous. Mais en fait, c'est un énorme miroir qui ne reflète que notre univers. Ici, l'espace-temps est déformé et est attiré vers un autre univers, à toute vitesse. Les lois de la physique classique ne s'y appliquent pas. La gravité pourrait disparaître, donc toutes les étoiles exploseraient, et les gens à la surface des planètes seraient soudain en apesanteur. Mais si les univers s'écrasaient directement l'un sur l'autre, ce serait encore plus effrayant. L'énorme quantité d'énergie due à cette collision provoquerait une incroyable explosion, qui détruirait tout ce qui se trouve dans notre bulle. Mais les 2 bulles pourraient aussi se mettre à fusionner. Au début, toutes les galaxies à la périphérie des univers seraient déchirées. Puis la fusion commencerait. Les galaxies se mettraient à bouger de façon chaotique. Elles se frôleraient, se sépareraient, entreraient en collision et exploseraient. La collision de 2 galaxies prendrait tout de suite des proportions énormes. Et cela pourrait arriver près de chez nous, très bientôt, enfin à l'échelle intergalactique. La galaxie d'Andromède se dirige vers nous. C'est une galaxie en spirale qui fait 2 fois la taille de la nôtre. Elle comprend 1 billion d'étoiles, soit 2 fois plus que notre Voie lactée. Et au centre même de cette galaxie se cache une bête, un trou noir, dont la masse fait 200 millions de fois celle du Soleil. Des géantes rouges, des centaines de fois plus grandes que notre Soleil. Des pulsars émettant d'énormes quantités d'énergie, comme des projecteurs. Des étoiles errantes et des trous noirs de toute taille. Cette soupe mortelle se déplace vers nous à 100 km par seconde. Un voyage de New York à Los Angeles à cette vitesse ne prendrait que 30 secondes. Le disque d'Andromède est déjà visible à l'œil nu, les nuits sans lune. Avec le temps, il sera encore plus grand. Comme Andromède se rapproche de nous, sa forme gravitationnelle va commencer à étirer les bras de la spirale que forme notre galaxie. Elle se déroulera, les étoiles et les planètes perdront leur orbite. Un scénario possible est qu'un astéroïde inconnu, voire une planète naine de la galaxie d'Andromède, s'écrase contre la Terre à une vitesse incroyable. Notre planète exploserait comme un ballon à cause de cet impact. Il y a aussi l'éventualité des collisions stellaires. Notre Soleil ferait ainsi face à une autre étoile. La plus grosse des 2 commencera lentement à consommer la plus petite. D'abord, elle lui volera ses couches supérieures les plus légères, puis elle l'aspirera comme un spaghetti, ou peut-être même comme un rigatoni. Quand une grande étoile atteint son poids critique, elle éclate. Cette explosion détruira tout notre système solaire. L'onde de choc atteindra peut-être même d'autres étoiles voisines. Dans un autre scénario, notre système solaire sera projeté dans l'espace. Imagine une balle de tennis attachée à une corde. Si tu fais tournoyer cette balle au-dessus de ta tête comme une fronde, en la lâchant, elle partira loin. C'est ce qui arrivera au Soleil et à toutes les planètes qui l'entourent. Nous nous retrouverons dans un espace sombre et glacial. Mais la vie sur Terre ne sera pas affectée. Nous aurons toujours notre étoile brillante pour nous tenir chaud. Le seul inconvénient est que toutes les étoiles de notre ciel nocturne disparaîtront. Le plus probable serait que la fusion de 2 galaxies géantes n'ait aucun effet sur nous. Le fait est que la distance entre les étoiles et les planètes dans l'espace est énorme. Donc elles peuvent très bien se mélanger entre elles et former un nuage géant. Ce serait comme mettre du sable fin dans un grand tamis.
les objets n'interagiront pas entre eux. Mais le plus intéressant arrivera aux trous noirs situés au centre de nos galaxies. Pour l'instant, ils sont entourés d'un amas de poussière et d'étoiles. Quand Andromède et la Voie lactée se rapprocheront, ils commenceront à danser l'un avec l'autre. Salsa ou tango? Et quand les trous noirs se rapprocheront, ils commenceront à avaler toute la matière qui les entoure. Des milliards de tonnes de poussière d'étoiles colorées, d'astéroïdes et autres particules seront aspirées par chaque trou noir. On pourrait croire que ce processus se déroule lentement, mais c'est faux. Les objets supermassifs comme les trous noirs déforment la grille de l'espace-temps. Le temps est donc beaucoup plus lent près des trous noirs. Et tous les objets qui semblent rester à l'horizon des événements pendant des semaines, voire des mois, ont en fait disparu depuis longtemps. Lorsque les trous noirs se rejoindront, ils fusionneront en un seul trou noir supergéant. Mais sa masse sera légèrement inférieure à leurs deux masses combinées, car une partie sera transformée en énergie. Lors d'une collision si forte que ces ondes seront ressenties dans d'autres galaxies. Un énorme trou noir rassemblera alors autour de lui tout ce noyau dense et chaud issu des deux galaxies. À un moment donné, le trou noir se sentira repu et projettera de puissants jets d'énergie dans l'espace. C'est ce qu'on appelle un noyau galactique actif. C'est l'un des phénomènes les plus brillants de l'univers et la plus puissante source de rayonnement électromagnétique jamais connue. Ces jets peuvent mesurer plus de 5000 années-lumière. En comparaison, la distance entre la Terre et l'étoile la plus proche, Proxima Centauri, n'est que de 4,2 années-lumière. L'explosion qui accompagnera ces jets aura la puissance de 100 explosions de supernova. L'onde de choc pourrait même atteindre les bords d'une nouvelle galaxie. Et cette explosion serait visible à des millions d'années-lumière de distance. Il y aura alors des nuages denses de poussière multicolore au centre des galaxies fusionnées. Le poids de ces nuages sera si important qu'ils se mettront à rétrécir et à prendre une forme ronde, et deviendront si lourds qu'ils se comprimeront en un noyau, où des réactions nucléaires auront lieu. La température se mettra à augmenter, et boum, une supernova. C'est comme un véritable feu d'artifice au centre des galaxies. Des étoiles jailliront de ce brouillard pour former de nouveaux systèmes. À ce moment-là, les bras des deux galaxies qui s'étaient écartés reprendront lentement leur forme initiale. Le centre supermassif de notre galaxie aura une telle force gravitationnelle qu'il affectera les étoiles et les nébuleuses situées à des centaines de milliers d'années-lumière. Les bras de la galaxie se tordront à nouveau et nous aurons une nouvelle galaxie complétée. La Voie d'Andromède, ou l'Andromède lactée, ou l'Androctée, la Voie Andro-Milky-Méda, bla 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 bla. Difficile à dire. Des astronomes ont découvert une exoplanète qu'ils ont surnommée Super Saturne. Elle a des anneaux d'une largeur de plus d'une UA. Une UA, ou unité astronomique, est la distance entre le Soleil et la Terre. C'est donc un système d'anneaux incroyablement grand, d'où le nom. Super Saturne est aussi appelé objet de Mamajek, d'après l'astronome qui a dirigé l'équipe à qui l'on doit la découverte. Le professeur Eric Mamajek de l'université de Rochester, dans l'État de New York, a trouvé Super Saturne en parcourant les données téléchargées des observations de transit. WASP est l'acronyme de Wide Angle Search for Exoplanets. C'est un projet ingénieux développé en l'an 2000 par des astronomes de l'université Queen's de Belfast, en Irlande du Nord, et de l'université St Andrews en Écosse. Les caméras vidéo CCD de 4 télescopes enregistrent la légère atténuation de la lumière des étoiles, causée par les objets qui passent devant elles. C'est ce qu'on appelle la méthode du transit de détection des exoplanètes. Par exemple, la planète Vénus transite devant notre Soleil tous les 200 ans. Un point noir, la silhouette de Vénus, est alors visible passant devant le Soleil lorsque la planète passe entre notre ligne de vue et le Soleil. Cette minuscule éclipse fait que la quantité de lumière solaire qui arrive sur Terre est réduite d'une infime quantité. Il en va de même pour toutes les étoiles de la Voie lactée qui ont des planètes en orbite autour d'elles. Les transits d'exoplanètes devant leurs étoiles doivent être directement alignés avec la Terre pour que la lumière des étoiles soit atténuée. De tels transits ne se produisent pas très souvent. C'est pourquoi il faut regarder des milliers d'étoiles simultanément pendant une durée aussi longue que possible, entre 4 et 8 heures par nuit.
WASP a été créé pour fixer en permanence un éventail d'étoiles aussi large que possible. L'une d'entre elles pourrait montrer un transit d'exoplanètes. Cela se traduit par la production d'une grande quantité de données, environ 40 gigaoctets par session d'observation. Les informaticiens de l'université de Leicester, en Angleterre, ont développé un programme informatique pour stocker les données et générer des graphiques photométriques de l'intensité lumineuse de chaque étoile. L'université ouverte, également située en Angleterre, a rejoint le projet WASP, a pris ces données et les a mises à la disposition des astronomes du monde entier pour leurs recherches. Les graphiques de l'intensité de la lumière des étoiles sont appelés courbes de lumière. Ces graphiques ont deux axes. L'un est l'axe du temps, l'autre est l'intensité de la lumière. Lorsque l'objet, considéré comme une exoplanète, bien qu'il puisse aussi s'agir d'une étoile naine brune, passe devant l'étoile, l'axe du temps suit la vitesse à laquelle il se déplace. Il nous indique à quel point l'objet est proche de l'étoile, tandis que l'axe de la luminosité suit l'atténuation de la lumière de l'étoile. De cette façon, nous pouvons connaître la taille de l'objet. Évidemment, les gros objets atténueront davantage la lumière et seront plus faciles à détecter. Actuellement, les équipements terrestres ne sont pas assez sensibles pour mesurer l'obscurcissement causé par des planètes aussi petites que la Terre. Les planètes de taille au moins égale à celle de Neptune représentent le seuil de détection du WASP. Le télescope spatial James Webb, qui est depuis peu en service, est beaucoup plus sensible et pourra résoudre les transits d'exoplanètes de la taille de notre Terre. Tu brûles certainement d'envie de te rendre sur cette super Saturne, mais il y a autre chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Si l'exoplanète a une atmosphère, ou, dans le cas de Super Saturne, un système d'anneaux, la lumière de l'étoile que la planète traverse brillera à travers l'atmosphère ou le système d'anneaux. Et cela peut être aussi détecté. La courbe de lumière montrera moins d'atténuation dans les données photométriques, car toute la lumière des étoiles n'est pas bloquée. Une partie de la lumière traverse l'atmosphère ou les anneaux. C'est important car cela fournit aux astronomes des données sur l'atmosphère. Le télescope spatial James Webb est équipé de spectroscopes qui peuvent déterminer la teneur en gaz des atmosphères des exoplanètes en transit. Oxygène, méthane, carbone, etc. Le projet WASP a vraiment pris de l'ampleur. Il y a maintenant un projet Super WASP composé de WASP Nord et WASP Sud. L'un regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère nord, l'autre regarde le ciel au-dessus de l'hémisphère sud. Il existe aussi un relevé des transits de nouvelle génération, NGTS, basé sur le projet WASP. Il est automatisé, donc les astronomes n'ont pas besoin de rester debout toute la nuit à siroter du café. Situé à l'Observatoire européen austral dans le désert d'Atacama au Chili, le NGTS scanne des millions d'étoiles et a découvert plus d'une centaine d'exoplanètes, jusqu'à une taille aussi petite que 3 fois celle de la Terre. NGTS a lancé un club de chasseurs de planètes sur les réseaux sociaux. Les astronomes amateurs peuvent faire des recherches dans la base de données en ligne des courbes de lumière et peut-être découvrir leur propre exoplanète. Ce qui était un effort strictement britannique lancé par 1 ou 2 astronomes est désormais un phénomène mondial. Grâce à la possibilité de lire la signature spectroscopique des gaz atmosphériques pendant les transits d'exoplanètes, une nouvelle idée a vu le jour, les technosignatures. Il s'agit d'identifier spécifiquement les gaz dans les atmosphères des exoplanètes qui pourraient être produits par une civilisation. Le télescope spatial James Webb peut le faire. Les gaz issus de la pollution, comme les chlorofluorocarbones, peuvent être observés par spectroscopie s'ils sont présents. Le tritium des réacteurs à fusion, s'il y en a, pourrait aussi être détecté, ainsi que les schémas de dispersion de la chaleur des villes à la surface des planètes. Les technosignatures sont un concept récent qui a vu le jour après le lancement du projet WASP. Qui sait ce qu'il permettra de découvrir? Et maintenant, retournons à notre Super Saturne. L'étoile autour de laquelle gravite Super Saturne est J1407, une petite étoile de la préséquence principale de 13e magnitude, peu lumineuse et semblable au Soleil. Quoi? Eh bien, l'œil humain ne peut voir les étoiles que jusqu'à la 6e magnitude, et chaque magnitude est 2,5 fois plus faible que la précédente. Il ne s'agit donc pas d'une étoile exceptionnelle, juste d'une étoile télescopique dans la région du Scorpion-Centaure du ciel nocturne. J1407 est une jeune étoile, qui ne s'est pas encore installée dans sa phase stable de longue durée. C'est important car Super Saturne, officiellement J1407b, montre des signes de possession d'un système d'anneaux à un stade précoce de développement. La courbe de lumière de Super Saturne était cachée dans la montagne de données du projet Super WASP.
Le professeur Mamajek et son associé, Matthew Kenworthy, de l'université de Leicester, ont étudié les données en profondeur et en ont produit un rapport détaillé. La connaissance dépend de données de qualité. L'axe horizontal de la courbe de lumière de J1407b, l'axe du temps, est ce qui suscite tout le débat. Il a fallu des semaines à Super Saturne pour passer devant son étoile mère, 56 jours pour être exact. Les systèmes d'anneaux planétaires que nous connaissons dans notre système solaire orbitent juste autour des équateurs des planètes géantes gazeuses et sont très fins, de quelques centimètres à quelques mètres d'épaisseur. Dans un télescope, les anneaux de Saturne semblent disparaître lorsque la planète a une inclinaison nulle vers la Terre. Saturne doit être incliné d'un certain angle par rapport à la Terre pour que l'on puisse voir son magnifique système d'anneaux. C'est d'ailleurs un spectacle que tout le monde devrait voir une fois dans sa vie. Si les anneaux de Super Saturne ont bloqué la plupart de la lumière de J1407 pendant 56 jours, cela signifie que la planète devait être en orbite avec une forte inclinaison par rapport à son étoile. Si elle était à une inclinaison nulle, on n'aurait pas vu les anneaux bloquer la lumière. On a donc pu déterminer la durée de l'orbite. De 10 ans minimum à 200 ans si l'orbite est très elliptique. On a calculé que la superplanète avait une masse égale à 24 fois celle de Jupiter, ce qui signifie que si elle est gazeuse, elle pourrait être une étoile naine brune. Super Saturne semble avoir un objet de la taille de Mars en orbite autour d'elle, car il y a un énorme vide dans ses anneaux, qui a très probablement été créé par un gros objet. Dans les anneaux de notre Saturne original, la division de Cassini est l'endroit où l'une de ces lunes se serait frayé un chemin à travers ces anneaux. La courbe de lumière de Super Saturne n'a été observée qu'une seule fois. Tous les systèmes de détection d'exoplanètes gardent les yeux ouverts pour le jour où elle achèvera sa révolution autour de J1407. Personne ne sait quand cela se produira. Certains astronomes ont suggéré que J1407b était un système d'étoiles naines brunes à part entière, qui ne faisait que passer devant l'étoile J1407 sans y être relié. Mais une réapparition orbitale de Super Saturne réfuterait cette hypothèse. La région centrale de Super Saturne a bloqué toute la lumière de son étoile mère. C'est ce qui indique que le système d'anneaux est encore jeune et qu'il est dans une phase de développement précoce. Au fil du temps, la masse très dense des anneaux près de la planète devrait s'amincir car toute cette matière sera absorbée par la planète ou éjectée dans l'espace. C'est ce qui s'est passé avec les planètes géantes gazeuses de notre système solaire. L'objet de Mamajek est une petite révolution. Jamais auparavant, ni depuis, une courbe de lumière semblable à celle de Super Saturne n'a été détectée. Super Saturne a ajouté un nouveau chapitre à notre compréhension de la formation des systèmes d'anneaux.